Parole, d'abord peut-être Maître Poivet pour répondre. Voilà. Et puis, bien sûr, on prend la parole. Nous avons encore presque une demi-heure. Merci, monsieur. Pour ce qui me concerne, je voudrais faire une remarque en ce qui concerne la PMA. Je crois que nous ne devrions pas avoir à légiférer. La PMA devrait être d'entrée de jeu ouverte à tous les couples mariés. Car si elle n'est ouverte qu'aux couples mariés hétérosexuels, on va tomber sous le coup de la CEDH, qui va considérer que nous faisons un statut différent aux gens mariés selon qu'ils sont hétérosexuels ou homosexuels. La CEDH, dans l'article 8 ni l'article 14, ne permettent de condamner un État qui refuserait un mariage homosexuel. En revanche, nous serons condamnés, la France sera condamnée, si elle n'aligne pas le droit de ces couples sans tenir compte du fait qu'ils sont seulement mariés. Je me permets d'attirer l'attention de tout le monde sur un arrêt de la CEDH qui s'appelle Gasse et Dubois du 15 mars 2012 que j'ai apporté, que je vous laisserai si vous voulez. Je pense que c'est une question intéressante, ce qui fait qu'en réalité, l'ouverture de la PMA, elle est une conséquence nécessaire du mariage pour tous. Voilà. Ça, c'est un point qui me paraît important. Deuxième point important. Pardon ? Qui veut dire qu'il ne faut plus dire que c'est médical. Mais oui, c'est ça. De toute façon, c'est nécessairement. Sinon, on va avoir un statut on va être discriminant par rapport aux couples qui sont homosexuels. Deuxièmement, si la PMA ne s'accompagne pas d'une loi sur la GPA, on va assister à ce qui se passe au Canada, c'est-à-dire à une féminisation de la filiation. Car il n'y aura pas de filiation paternelle possible en dehors d'une hétérosexualité, c'est-à-dire un homme qui arrivera dans un mariage homosexuel pourvu d'enfants d'une relation antérieure hétérosexuelle. Mais si on est dans une relation purement homosexuelle, ça veut dire que ces hommes qui se marient, qui vivent ensemble, ne peuvent pas, pour le moment, avoir d'enfants. Et ça veut dire que la seule filiation qui va exister, ça va être une filiation qui va être essentiellement féminine. Le Canada connaît cet inconvénient puisqu'il n'a pas admis la GPA pour le moment. Ce qui fait qu'actuellement, il y a des GPA qui se font aux États-Unis, qui ne sont pas loin. Ils sont à San Francisco ou à Los Angeles. Voilà. Donc ça, ce sont deux axes sur la PMA et la GPA qui me paraissent importants. Je voudrais parler de l'intérêt de l'enfant. Parce que je pense que cet enfant, qui est l'objet de toutes les convoitises, de tous les désirs, de toutes les préoccupations, on ne s'en préoccupe pas beaucoup. On nous parle du désir d'enfant, du besoin d'enfant, de la nécessaire possibilité d'accéder à une procréation médicalement assistée. La stérilité, c'est quelque chose d'impossible. C'est comme une forme de cécité reproductive que plus personne n'admet. Moi, je veux bien, mais l'intérêt de l'enfant, quand on me parle de l'intérêt supérieur de l'enfant, je m'aperçois que c'est une espèce de fourre-tout qui comprend en réalité tout ce qu'on a envie d'y mettre, mais rien qui ne soit vraiment dans la ligne de l'intérêt spécifique et exclusif de l'enfant. Je m'explique. Lorsque une femme, et je reviens sur le problème des recherches de paternité, lorsqu'une femme est enceinte, le père sera père quand la mère le décide, que ce soit dans le mariage ou hors mariage. Parce que nous savons tous que les systèmes de contraception sont occultes. Donc le mari peut ne pas savoir si sa femme prend une contraception, quelle qu'elle soit. Deuxièmement, l'avortement, on n'a pas besoin des deux pour le décider. Ce qui veut dire que l'interruption de grossesse, c'est un acte unilatéralement décidé par la mère. L'enfant qui va naître donc du désir unilatéral d'une femme, parce que c'est de plus en plus comme ça, est un enfant pour lequel on va pouvoir agir en recherche de paternité. Et quand on agit en recherche de paternité, on agit toujours au nom de l'intérêt de l'enfant.
Et depuis, je n'ose pas dire combien d'années, mais quelques 25 années au moins, si ce ne sont 30, je me bats pour faire reconnaître un principe de responsabilité quasi délictuelle pour avoir un euro symbolique, parce que j'estime qu'en 2013, et quelques années avant, d'ailleurs depuis 1967 ou 8, où la contraception s'est répandue, on ne peut pas être enceinte malgré soi, ou en tout cas le demeurer malgré soi. Donc, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant, je suis régulièrement déboutée de mes demandes de dommages-intérêts parce qu'on me dit que l'enfant a besoin d'avoir un père, il a besoin d'avoir une filiation, il a besoin d'avoir un accès à ses origines. Peut-on soutenir dans la main droite des conclusions au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi, et dans la main gauche avoir des adoptions plénières qui sont un mensonge juridique et judiciaire et qui procèdent à une éradication légale de tout accès aux origines. C'est vraiment une question qui est tellement choquante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, maintenant, on va voir des mariages homosexuels où il y a forcément un mensonge quelque part, ou un silence gardé quelque part. Un mensonge, si on ne veut pas dire, ou un silence gardé, ça revient au même. Ça veut dire que ceux qui auront 30 ans dans 30 ans, et qui seront nés dans ces conditions-là, est-ce que quelqu'un ici peut dire ce qui sera son trouble dans cette inaccessibilité à ses origines? Je crois que personne ne peut le dire. Personne ne peut dire si ça sera un trouble ou pas un trouble, si ça sera un droit, une revendication. Personne ne peut le dire. Je crois que là, nous sommes en train de construire une espèce de monstruosité et que ce qu'il faut vraiment réformer, c'est la filiation. On est dans une société qui prône la transparence. C'est une société qui ne permet plus le mensonge parce qu'effectivement, les tests génétiques nous établissent les paternités, les liens de filiation, 99,99% de sécurité, de certitude. Si on est dans un système comme celui-là et si on est transparent, il faut bouleverser la filiation et dire qu'on va faire coexister pacifiquement, parce que la loi va le penser, une filiation qui sera une filiation biologique, qui sera ou qui ne sera pas pourvu de conséquences, selon que l'auteur biologique aura décidé d'assumer cette filiation ou de ne pas l'assumer, de la répudier, et on aura parallèlement une filiation élective qui sera celle de l'adoption simple ou de l'adoption simple. J'espère, pour ma part, que l'adoption plénière disparaîtra, parce que dans ma clientèle, vous posiez la question de ce que nous voyons dans notre clientèle. Donc dans ma clientèle, ça fait 32 ans que je suis avocat et j'ai été 8 ans clerc de notaire, donc ça fait 40 ans de bons et loyaux services aux droits de la famille. Ce que j'ai vu, surtout, ce sont des adultes qui sont dans un état de détresse absolue parce qu'ils n'ont pas accès à leurs origines, et que quand vous voulez faire un changement de régime matrimonial qui est soumis à une homologation judiciaire parce qu'il y a encore un enfant mineur ou autre, si cet enfant est un enfant qui a été adopté en la forme de l'adoption plénière, moi, avocat, je ne peux pas obtenir la copie intégrale de son acte de naissance. Je ne peux avoir que des extraits d'acte de naissance. Je suis obligée régulièrement d'avoir accès à la chancellerie pour me faire délivrer une pièce que le tribunal exige. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a la mention sur l'origine le certificat, l'acte de naissance d'origine, il y a l'histoire, la véritable histoire de cet enfant. Donc, je crois que là, ce mensonge juridique et judiciaire n'est plus possible en 2013. Il faut vraiment repenser la filiation. Je crois que ce n'est pas si compliqué que de dire il y a une filiation biologique, elle est là, il y a une filiation élective, c'est un choix, elle sera, cette filiation élective, irréversible, et on fait une adoption simple, qui sera une adoption simple sans réversibilité possible, et on aura la vérité, la transparence. Si un jour l'enfant veut aller voir son géniteur ou sa génitrice biologique, mais il ira. Mais il faut quand même arrêter de reproduire et de faire reproduire pour satisfaire le besoin des adultes sans avoir en aucune façon considération des besoins des enfants. Alors, quant aux conséquences des divorces et des ruptures, pour répondre à votre question, monsieur, ce que nous voyons, évidemment, c'est que les humains sont extraordinaires. De la même façon que quand ils se marient sous le régime de la séparation de biens, la première chose qu'ils font, c'est l'ouverture d'un compte joint et un achat en indivision.
et que quand ils se marient sous le régime de la communauté, ils vont vite chacun mettre les cadeaux de leurs grands-parents sur des livrets de caisse d'épargne. Ils sont très surpris de savoir que l'autre va avoir, s'il ne garde pas des traces extraordinaires, droit à la moitié. De la même façon, je vois dans ma clientèle des concubines qui sont restées 20 ans avec leur partenaire et qui viennent me dire, mais enfin je ne comprends pas, on a habité dans mon appartement, c'était mon bien, j'ai acheté la nourriture tous les jours et là maintenant, mon partenaire a décidé de partir et j'ai droit à rien. Ah non, parce que vous êtes en dehors de la loi et que vous êtes en concubinage, vous n'êtes pas dans un mariage. Oui, mais enfin, quand même, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, ça pourrait en faire 50, c'est ainsi. Alors, on a exactement, dans ces conséquences-là, la même anarchie intellectuelle que pour les régimes matrimoniaux, à savoir que les gens se mettent dans des systèmes de concubinage ou de pax à raison de la facilité consubstantielle de ces modes de conjugalité pour en sortir, sans procédure, sans sommation respectueuse préalable. Mais au moment où il faut mesurer et supporter les conséquences de la rupture, là, plus personne n'est d'accord et tout le monde en appelle au mariage et à ces conséquences qui sont quand même un peu protectrices. C'est-à-dire qu'on veut des droits et on veut aucune obligation. Donc je crois que là, il y a aussi, puisqu'on est en train d'ouvrir le mariage à tous, qui est effectivement une avancée sociale, ouvrons aussi l'information à tous. Et je crois que l'information, ce n'est pas dans les 5 minutes qui célèbrent la célébration du mariage. L'information, elle passe par l'éducation. C'est dans les sciences de la vie ou dans les sciences sociales, avant le baccalauréat, qu'il faut quand même dire aux gens que quand on se marie, ça veut dire qu'on va avoir des droits et des devoirs. Et ces devoirs, ils vont perdurer sous une forme ou une autre au moment d'une rupture. On ne prépare pas les gens au mariage en leur disant l'article 212 et l'article 215 le jour de la célébration. Ils n'en ont cure. Ça leur est complètement indifférent. Et les régimes matrimoniaux, c'est la même chose. Je pense que toutes ces personnes qui veulent se marier maintenant et qui sont des personnes homosexuelles, je crois que c'est très important de leur faire mesurer. Je l'ai fait récemment à un jeune homme qui voulait se marier. En l'espèce, c'était un jeune Français qui voulait se marier en Espagne avec son compagnon. Je lui ai dit, attention, vous vous connaissez peu, il faut quand même savoir qu'en cas de rupture, il faudra peut-être payer une pension alimentaire. Il a pris, comme disait le mauvais auteur, son chapeau et la fuite. Voyez. Donc je crois que ce sont des choses qu'il faut vraiment... il y a une information dont le législateur ne peut pas faire l'économie dans un tournant de l'organisation sociale aussi important. Voilà. Merci. Madame Klett veut reprendre. Oui, je voulais simplement revenir un tout petit peu sur ce droit aux origines, parce que je crois qu'effectivement, il va falloir que la loi définisse très précisément qu'est-ce que c'est que le droit aux origines et c'est quoi les origines et c'est quoi l'histoire. Pardonnez-moi, mais un spermatozoïde ou un ovocyte, c'est pas l'histoire d'un enfant. Par contre, qu'il soit né par procréation médicalement assistée, c'est son histoire cette fois-ci. Donc je pense que là, il faut vraiment regarder ça de très très près, parce que, je réitère, un spermatozoïde, un ovocyte, c'est un bout du matériel génétique, c'est un bout des chromosomes. Certes, ce sont des caractères physiques, médicaux et tout ce que l'on voudra, certes, mais même sur les caractères physiques, c'est pas entièrement suffisant pour déterminer quelqu'un. L'environnement, etc., joue énormément. Donc pour moi, que toute personne ait accès aux caractéristiques physiques, médicales, etc. de ses deux parents, pas seulement du père, de ses deux parents, parce qu'il y aura aussi avec la PMA des dons d'ovocytes, c'est une chose et c'est inaliénable. Et je crois vraiment qu'il faut que la loi le définisse très précisément. C'est ce que je voulais dire un peu tout à l'heure quand je disais attention aussi au droit entre guillemets du donneur. Il faut que l'on sache quelles informations devront être données à l'enfant qui effectivement doit rester vraiment au centre de nos préoccupations. Et je pense que s'il y a bien quelque chose de dangereux que l'on est en train de faire en ce moment, et là c'est la scientifique, ex-scientifique qui parle, ce sont les manipulations de gamètes, je dis bien les manipulations de gamètes que l'on fait en amont des fécondations in vitro. Ça c'est extrêmement dangereux sur un plan scientifique. Là on ne sait pas du tout où l'on va, et là je pense qu'il faut être très prudent. Par contre sur les origines, je pense que la loi peut sans aucun problème, sereinement, bien fixer les choses et bien fixer le cadre dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
Pardon, mais je pense qu'on Oui. je crois que c'est un peu réducteur de considérer un spermatozoïde et un ovule comme du matériel génétique. C'est pas seulement du matériel génétique, parce que si c'était seulement du matériel génétique, vous n'auriez pas, et je pourrais vous les faire rencontrer, les personnes qui sont en état de souffrance pour savoir qui était leur donneur de spermatozoïdes, qui était le porteur du spermatozoïde qui les a engendrés. Je pense qu'un humain, je crois qu'il est très, très difficile et qu'il serait un peu téméraire de notre part de décider de ce qui sera bon pour tous dans 30 ans ou dans 50 ans. Je ne suis pas du tout convaincue que celui qui sera né n'aura pas envie de savoir qui était le porteur du matériel génétique et n'aura pas envie d'avoir des liens avec ce porteur de matériel génétique. Les psychanalystes qu'on a écoutés sur le sujet nous disent que généralement ces demandes, quand elles deviennent pathologiques, sont liées à des problèmes présents et non pas forcément des problèmes passés. Donc je pense que c'est sur ce que vous appeliez le mensonge tout à l'heure, et là je vous suis, sur ce mensonge de l'origine de la naissance qui a sans doute des choses à voir. Mais bon. Sur ce point, Madame Kess et Virginie, on va entendre tout à l'heure le président Tugnaop. On pourra poser toutes les questions, mais je crois qu'on est assez d'accord ici, en tout cas moi c'est mon point de vue, pour dire que quel que soit le mode d'engendrement d'un enfant, cet enfant doit pouvoir connaître son histoire. Voilà. Alors ensuite, bon, je vais donner la parole à Maître Denoy, encore un moment. Ensuite, Maître Leclerc, au Poivet, je vois que là, il n'y a que des doubles noms, donc c'est très bien, comme dans la loi. Voilà. Donc, oui, nous avons entendu ici des professeurs de droit. Alors, je ne parlerai pas de celui ou ceux qui étaient favorables au texte. J'étais assez impressionné, parce que je le connaissais depuis 15 ans, par le témoignage du professeur Rosaire, qui était professeur à Bordeaux, qui au moment du Pax militait plutôt pour une union civile, etc., et qui maintenant nous dit les pouvoirs publics doivent avoir le courage, exactement ce que vous avez dit, d'établir un texte qui reconnaisse les deux lignes de filiation. Voilà. Pour tous les couples ou pour les femmes seules. Une filiation biologique, bon voilà, et puis une filiation volontaire, sociale, vous avez appris un autre adjectif. Moi j'ai dit élective. Vous avez dit élective, voilà, et qu'on sache très bien où on va. Exactement. Et alors, bon, ici tout le monde n'est pas d'accord, loin de là, même parmi les socialistes. Mais même Ozer nous dit, vous devrez aborder toutes les façons. Et encore, comme vous les aurez abordées dans la loi, il est possible que dans 10 ou 20 ans, il y en ait encore d'autres. Voilà. Donc, on en est là. Voilà. Alors, c'est peut-être un gouffre pour certains, mais moi, je suis heureux de vous entendre par rapport à votre clientèle, enfin, aux faits concrets que vous connaissez, etc. Voilà. Bon. Enfin, bon, après, hein, c'est un autre débat.